Bonsoir Madame de Marty, merci à vous pour votre participation ce soir à cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de Fontainebleau en transition. Donc je vais rappeler en 2 minutes le contexte. Fontainebleau en transition, c'est un programme assez ambitieux lancé par la ville de Fontainebleau qui vise à identifier les différents acteurs qui sont partie prenante de la transition, avec l'objectif de pouvoir mobiliser, éveiller, sensibiliser et mobiliser l'ensemble des forces vives, des habitants, des réseaux associatifs, des entreprises, tous les acteurs qui peuvent prendre part à la transition. Donc c'est très intéressant évidemment ce soir d'avoir votre témoignage et votre conférence. Si j'ai bien compris le thème, ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre peut-être également de trouver des points d'entrée où on peut devenir acteur nous-mêmes, là où on est, à notre niveau, en tant que simple citoyen. Si on a un petit potager, un petit balcon, une petite plante verte chez soi. En tout cas, je pense que c'est important d'être sensibilisé aux gestes qui participent à une bonne évolution. Et puis aussi, bien savoir aussi ce que font les grands acteurs, comme Seine-et-Marne Environnement. C'est important aussi de bien comprendre ce que vous faites et comment est-ce qu'on peut essayer d'articuler toutes les actions. J'en profite pour dire un tout petit mot sur les ULAB, les ateliers, qui sont une partie importante aussi de ce programme de Fontainebleau en transition, puisqu'il y a des conférences comme ce soir où on va s'informer auprès d'experts comme vous, mais il y a aussi des ateliers où on travaille pour essayer d'inventer, de trouver des solutions, de trouver des modes d'action. Et donc, je pense qu'il y a une très bonne complémentarité entre ces conférences, ces ateliers, puisque, pour conclure, et je l'ai déjà dit, l'objectif, c'est bien que chacun devienne acteur, et pas simplement spectateur, parfois spectateur engagé, mais au moins chacun puisse prendre part à cette transition. Donc, merci à vous. Et je salue tous ceux qui sont présents ce soir pour cette conférence et tous ceux qui verront ultérieurement cette conférence sur les réseaux sociaux, puisque c'est enregistré. Merci à vous. Merci, Monsieur Ingold. Quelques mots d'introduction sur la conférence donc, de ce soir. Donc, merci, Madame de Marty, à nouveau de vous prêter à ce jeu d'exposer sur un sujet très, très précis que vous allez introduire et de nous donner de votre temps pour voilà, nous sensibiliser, nous faire avancer dans une meilleure connaissance d'un sujet précis qui est celui de la gestion écologique de nos espaces verts au sens de jardin, puisqu'on a aussi cette problématique qui est forte à Fontainebleau. En 2 mots, vous êtes chef du service de la transition écologique de Seine-et-Marne Environnement. Donc Seine-et-Marne Environnement qui est l'opérateur associatif affilié au conseil départemental de Seine-et-Marne et qui agit en son nom voilà, sur l'accompagnement des collectivités, des politiques publiques et aussi des particuliers ainsi que des opérateurs sur tout un ensemble de sujets autour des questions de l'environnement. Alors, il y a différents services dans votre entité, puisqu'il y est traité des questions de l'administration éco-responsable, de la transition énergétique, vous gérez des questions de zones humides sur le département et la sensibilisation et la gestion autour de ces dimensions-là, et vous êtes particulièrement sur le service de la transition écologique. Donc autour ce soir de ce thème, de la gestion écologique des espaces verts et des jardins notamment, qui vient dans un contexte un peu particulier depuis une dizaine d'années, voilà, qui monte, qui est celui
de l'interdiction progressive de l'usage des produits phytosanitaires notamment. Alors on a, nous, ville de Fontainebleau, et profité de l'accompagnement de Seine-et-Marne Environnement ces 10 dernières années pour avoir lancé un certain nombre de nouveaux modes de gestion liés à cette interdiction de l'usage des produits phytosanitaires depuis 2014 dans les espaces publics gérés par la ville. Mais voilà, on est sur une réglementation qui avance et qui vient aujourd'hui toucher les particuliers puisque l'usage pour eux également est interdit. Voilà, il n'y a que maintenant que le secteur agricole et puis certaines exceptions qui peuvent encore utiliser ces produits. Voilà, vous allez nous expliquer comment on fait évoluer la gestion de ces espaces à partir du moment où on n'est plus sur l'usage de ce type de produit. Quelle est la fonction, les systèmes, les écosystèmes qui sont au niveau du jardin et qui peuvent être préservés par des pratiques alternatives, voilà, où il y a une complexité. Et puis, très certainement aussi, vous allez nous évoquer l'évolution du regard qu'on peut avoir sur le jardin, sur les plantes, sur les espaces verts, notamment il y avait cette ancienne question de la mauvaise herbe qui devient une herbe à part entière, qui a un nom, qui peut être valorisé, parce qu'évidemment maintenant on n'est plus dans une logique d'éradication systématique, mais voilà, qui ouvre aussi un nouveau regard sur ces espaces-là. Mais je n'en dis pas plus. Je vous laisse la parole pour environ 45 minutes, 1 heure de propos, qui seront suivis par un temps d'échange avec les spectateurs sur questions-réponses, et puis pour rappeler que la conférence est filmée pour être après remise en ligne, pour être revue de manière différée par le plus grand nombre, donc sur le site de la ville de Fontainebleau. Voilà, Madame de Marty, encore merci. On vous laisse la parole pour ce temps dont nous sommes friands. À vous. Eh bien, merci beaucoup pour ces introductions qui ont été très complètes et merci surtout de nous avoir invités à participer à Fontainebleau en transition. Alors, je n'ai pas eu la chance de mon côté de participer aux ULAB, mais je n'en ai eu que des retours positifs de la part de mes collègues. Donc, voilà, j'aurai certainement l'occasion de participer aux prochains qui auront lieu. Alors, juste le temps pour moi de mettre le partage d'écran. Donc effectivement, je vais vous présenter les pratiques écologiques au jardin et espaces verts. Alors c'est effectivement une thématique qui est très précise et on va voir qu'on va parler d'un panel qui va être assez large d'informations tout au long de la conférence. Alors très succinctement, Monsieur Bénard l'a bien expliqué, je vais vous présenter le contexte de cette intervention et surtout de la gestion écologique des espaces verts ainsi que l'évolution de la réglementation. En présentant du coup les grands principes des pratiques écologiques au jardin avec quelques zooms sur des techniques plus zéro phyto, plus techniques. Et je finirai du coup sur l'entretien des espaces verts communaux, donc à l'échelle de la collectivité. Alors le contexte, quelques chiffres d'abord. Donc les jardins représentent plus de 2% de la superficie du territoire national. Alors ça peut paraître peu, 2%, mais finalement ça représente quand même 17 millions de jardiniers. Donc c'est quand même relativement considérable. Et ces 17 millions de jardiniers utilisent 85% des produits pesticides qui étaient utilisés en zone non agricole. Donc les utilisateurs en zone non agricole, ce sont les collectivités, les entreprises telles que la SNCF ou par exemple les golfs, et aussi les particuliers, donc à hauteur de 85%, donc qui représentent quand même un acteur fort en fait de l'utilisation de ces pesticides. Alors pourquoi se passer des pesticides? Je vais passer très rapidement sur cette diapositive, tout simplement parce qu'on les retrouve partout dans l'environnement, dans le sol, l'endroit où on va le mettre en premier. On va les retrouver effectivement dans les eaux à la fois superficielles mais aussi souterraines ou encore aussi dans l'atmosphère ou dans notre alimentation. Alors je voulais juste attirer votre attention sur cette diapositive sur la biodégradation qui est affichée sur le schéma lors du transfert vers la nappe. Puisqu'en fait, c'est une notion qui est importante parce qu'on a souvent présenté certains produits pesticides comme biodégradables. Alors effectivement, les produits sont des molécules qui vont se dégrader dans le temps, mais il y a 3 problématiques à cette dégradation biologique. La première, c'est la durée de vie de ces produits, ce qu'on appelle la rémanence. Par exemple, des produits comme les atrazines,
qui sont des produits qui ont été interdits il y a 30 ans, se retrouvent encore aujourd'hui dans les nappes souterraines. Donc ça se dégrade, mais tellement lentement que 30, 50 ans, voire peut-être même 100 ans plus tard, on les retrouvera toujours dans l'environnement. La deuxième problématique, c'est le produit de dégradation. En fait, quand la molécule se dégrade, elle va produire un autre sous-produit qu'on va appeler un métabolite. Et la toxicité de ces métabolites ne sont pas forcément toujours connues. Et enfin, la troisième problématique, c'est justement ce qu'on appelle l'effet cocktail. On n'a pas pu étudier en laboratoire tous les effets que pourraient avoir les interactions entre les différents sous-produits des désherbants ou des mollusicides, enfin de tous ces produits pesticides. Donc effectivement, tous les produits présentés comme biodégradables le sont, mais peuvent provoquer aussi d'autres désagréments par la suite. Pourquoi spécialiser des pesticides? Donc déjà parce qu'on les trouve effectivement partout et puisqu'ils vont aussi avoir de nombreux impacts. Alors sur la santé, avec notamment des effets immédiats, il y a toujours des consignes d'utilisation avec le port de gants, de masques, enfin d'outils de protection, donc qui montrent bien qu'il y a une dangerosité à court terme, avec des effets sur le long terme qui ne sont pas toujours démontrés. Certaines études parlent effectivement de problèmes éventuellement de cancer ou d'autres maladies neurologiques. D'autres études ne montrent pas ces effets-là, mais voilà, les produits pesticides sont susceptibles effectivement de causer des problèmes sur la santé, sur la biodiversité également, en entraînant un appauvrissement de la diversité des populations au sein des habitats, avec aussi un problème de bioaccumulation. Donc en fait, c'est quand dans la chaîne alimentaire, en fait, on va avoir une accumulation de ces produits en plus forte concentration. Une infertilité des sols avec la disparition des micro-organismes ou même aussi une diminution, par exemple, des vers de terre. Les vers de terre sont très utiles pour la vie du sol et pour sa fertilité. Et enfin, un impact aussi sur l'eau, notamment sur sa qualité de l'eau, qui va entraîner des changements de ressources, puisque quand une eau est trop polluée, soit on met en place du coup des stations de traitement spécifiques qui représentent un certain coût, soit on est obligé de changer la ressource, donc avec des coûts financiers non négligeables. Voilà, donc je passerai rapidement sur cet aspect-là. Pour en arriver effectivement à l'évolution du cadre réglementaire, donc on a depuis la loi Labbé, qui a été renforcée par la loi de transition écologique pour la croissance verte, une réglementation qui a évolué avec une interdiction au 1er janvier 2017 pour les collectivités de ne plus utiliser de produits pesticides. Et en 2017, il y avait aussi une interdiction de la vente en libre service auprès des particuliers. Donc normalement, un conseiller devait apporter du conseil aux particuliers qui souhaitaient acheter ces produits pesticides. Et depuis le 1er janvier 2019, les particuliers n'ont plus le droit d'acheter, de détenir et d'utiliser ces produits pesticides. Alors, cette réglementation ne s'applique pas aux professionnels, comme l'a dit M. Bénard. Les agriculteurs ne sont pas concernés, les entreprises d'aménagement de jardin ne sont pas concernées non plus. Et ne sont pas concernées non plus certaines substances. L'interdiction, effectivement, ne s'applique pas à ce qu'on appelle les substances de base, les substances à faible risque, les produits de biocontrôle et les produits autorisés en agriculture que je vais détailler juste après. Alors, les substances de base, c'est des substances qui ne sont pas préoccupantes, elles ne sont pas susceptibles de provoquer des effets perturbateurs et elles n'ont pas pour destination principale d'être utilisées à des fins phytosanitaires. Mais elles peuvent être utiles dans la protection des plantes, soit directement, soit mélangées avec un diluant comme de l'eau. Et elles ne sont pas mises sur le marché en tant que produits phytopharmaceutiques. C'est le cas par exemple du vinaigre blanc ou de la prêle, qui est une plante dont on reparlera un peu plus tard. On va avoir aussi les produits à faible risque. Donc, c'est des substances qui ne provoquent pas d'effets perturbateurs endocriniens, qui sont considérées comme non persistantes à faible bioconcentration. Par contre, il faut une autorisation de mise sur le marché. Donc, elles sont soumises en fait à une réglementation pour les mettre sur le marché en tant que produits phytopharmaceutiques. C'est le cas, par exemple, du phosphate ferrique, qui est un mollusicide utilisé en agriculture. On a également les produits utilisables en agriculture biologique. Alors, ce sont effectivement des produits phyto qui ont une autorisation de mise sur le marché et réglementée au niveau du Code européen.
Ce sont des produits exclusivement d'origine naturelle, que ce soit animale, végétale ou minérale, signalés par le logo UAB pour utilisable en agriculture biologique. Et certains de ces produits utilisables en agriculture biologique le sont aussi par les jardiniers amateurs, avec la mention EAJ pour emploi autorisé dans les jardins. C'est le cas par exemple de la bouillie bordelaise. Et enfin, on a les produits de biocontrôle. Donc, on en a 4 catégories qui sont les macro-organismes, comme par exemple les coccinelles, les micro-organismes, comme le bacille, les médiateurs chimiques, comme les phéromones, ou les substances naturelles, telles que l'huile de colza, qui sont tous soumis à une autorisation de mise sur le marché. Donc, tous ces produits sont autorisés par les particuliers, peuvent être utilisés par les particuliers. Alors, quelques remarques par rapport à cette autorisation. Certains produits nécessitent quand même des précautions à prendre lors de la manipulation. Donc, du coup, ça montre bien qu'ils ne sont pas gages d'innocuité pour l'environnement ou pour l'utilisateur. On se doute bien que si on doit porter des gants, un masque pendant l'application, c'est bien que le produit a quand même une dangerosité sur le court terme. Il faut faire également aussi attention au détournement d'usage. On parle de pratiques écologiques. Alors souvent, on peut avoir par exemple sur les réseaux sociaux des recettes maison 100% bio qui circulent. C'est le cas par exemple d'un mélange d'eau, de sel et de vinaigre blanc qui sont présentés comme désherbants. Alors il faut savoir que ce mélange eau, sel, vinaigre blanc n'est pas homologué comme un désherbant et du coup n'est pas autorisé. Alors, sur l'aspect réglementaire, c'est pas autorisé. Et sur l'aspect pratique, en fait, ça va avoir des conséquences néfastes sur l'environnement en présentant du coup une acidification du sol, une prolifération de mousse, une infertilité du sol et une pollution des nappes et du sol par le sel. Donc, voilà, c'est pas parce que la recette est faite à partir de substances de base qu'elle n'aura pas d'effet négatif sur l'écosystème. Il y a également aussi la non-sélection de certains produits, comme par exemple le BTI ou les pièges à glu. Alors, pour le BTI, c'est utilisé effectivement pour lutter contre le moustique. Un retour d'expérience en Camargue a montré que le BTI n'a pas tué que le moustique, mais aussi un de ses cousins qui était inoffensif, ce qui a entraîné une perte de 80% de la biodiversité sur le court terme. Puisque du coup, comme on a tué le cousin du moustique qui était inoffensif, on a coupé la base de nourriture de beaucoup d'insectes, de libellules, d'oiseaux qui étaient présents sur la Camargue, et du coup, on a entraîné un déséquilibre de l'écosystème. Donc, l'objectif d'un jardin en zéro phyto, c'est de ne pas avoir à utiliser ces produits qui, bien qu'autorisés, peuvent présenter des risques, tant pour l'utilisateur que pour l'environnement. Donc, pour cela, il est primordial d'avoir un jardin équilibré. Alors, on a à peu près 78% de la population française qui vit en milieu urbain, donc les jardins deviennent de plus en plus le poumon vert des villes, face notamment à l'urbanisation croissante des villes qui grandissent pour respecter les besoins de la démographie. Donc, c'est d'autant plus important de les préserver. Donc, tout ce qui va être pratique écologique, ça va avoir des impacts bénéfiques sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air également, sur la santé et sur la biodiversité, puisque les jardins contribuent aussi à ce qu'on appelle la trame verte et bleue du territoire, donc à tout ce qui est corridor écologique sur la commune, et à la trame noire, dont on reparlera un peu plus tard. Alors, jardiner, c'est concevoir, entretenir et valoriser un écosystème, donc l'ensemble des relations qu'il peut y avoir entre l'habitat et ses occupants. Donc, je vais en fait présenter l'intervention selon ces 3 critères, effectivement, de concevoir, entretenir et valoriser. Donc, sur l'aspect conception, déjà, l'idée, c'est de connaître l'environnement de son jardin. Cela passe par l'observation, donc déjà, quel est le climat de sa région, quel est le microclimat au niveau de son jardin. Quelle est son exposition en fonction effectivement de son ensoleillement ou en fonction aussi de son exposition au vent. Si on est sur des zones plutôt ventées ou plutôt abritées, on ne va pas aménager son jardin de la même façon. Par exemple, si vous voulez faire pousser des tomates, vous n'allez pas les planter à l'ombre. Alors, il faut faire effectivement aussi attention aux plantations que vous souhaitez mettre en place. Par exemple, si vous voulez planter au potager du topinambour, le topinambour peut créer un ombrage aux cultures qui seront situées à proximité. Donc, il ne faudra pas planter des plantes qui ont besoin de soleil à proximité du topinambour.
Donc effectivement, c'est une réflexion qu'il faut avoir au moment de la conception de son jardin. Et il faut aussi connaître la nature de son sol. Alors, en fonction de la nature de son sol, s'il est argileux, limoneux ou sableux, on ne va pas pouvoir planter les mêmes plantes. Alors pour ça, il existe un test très simple qui s'appelle le test du boudin. Donc il suffit de prendre un peu de terre dans ses mains et d'essayer de faire un boudin. Si le boudin se forme très facilement, vous êtes sur un sol argileux, et au contraire, si vous êtes toujours sur un sol très émietté, on sera sur un sol sableux. Et enfin, on a aussi savoir si son sol est plutôt acide ou basique. Donc là, il suffit de prendre un petit peu de terre, de la mettre dans un verre avec un peu de vinaigre blanc. Si vous observez une réaction chimique, c'est que votre sol contient du calcaire, donc on sera plutôt sur un sol basique. Alors, il est possible ponctuellement d'essayer de rééquilibrer un petit peu le pH de son sol, mais on ne pourra pas drastiquement changer la nature de son sol, donc il faut effectivement s'adapter à ce qu'on a dans son jardin et respecter chaque nature de sol. On ne peut pas aller à l'encontre de ce qui est naturellement présent. Donc il faut aussi choisir des plantes adaptées donc à l'exposition, on en parlait tout à l'heure, en fonction du vent ou de l'exposition au soleil, du type de sol. Alors là, je vous ai mis un petit tableau en fonction des sols argileux, des sols sableux, des sols acides, des sols calcaires, les plantes qui vont plutôt mieux pousser. Alors pour les sols limoneux, en fait, on peut prendre toutes les plantes sauf celles de sol acide. Enfin, il va falloir aussi privilégier les plantes locales. Pourquoi? Parce que les plantes locales sont adaptées au climat, donc elles vont être plus résistantes aux maladies et surtout elles sont adaptées à la faune, aux pollinisateurs qui sont localement présents sur le territoire. Donc du coup, il y aura vraiment une symbiose entre la plante et les insectes ou les animaux présents au sein du jardin. Contrairement aux espèces horticoles, qui sont souvent des hybridations de certaines espèces pour obtenir la plus jolie plante, donc qui vont avoir plutôt un aspect esthétique, mais qui, au niveau, par exemple, nutritif, ne pourront pas nourrir les insectes comme il le faut. Il est important aussi de prévoir, d'essayer en tout cas de favoriser les plantes qui sont peu gourmandes en eau, comme les plantes grasses, les vivaces ou les aromatiques. C'est souvent ce qui est mis en place, notamment par les collectivités, qui se sont mises à du zéro phyto, puisque du coup ça nécessite moins d'entretien et c'est plus écologique, puisque ça nécessite aussi moins d'arrosage. Alors attention aux allergènes, hein, on parle des pratiques écologiques, mais du coup pour le bien-être de la population, c'est bien aussi de faire attention à ne pas développer des allergies. Il y a quelques espèces, par exemple comme le noisetier ou le charme, qui peuvent présenter effectivement un risque de développement d'allergie. Donc on peut les planter, mais il faut éviter de les planter en trop grande quantité. Et surtout, il faut varier les plantations pour ne pas avoir juste toujours la même plante. Enfin, au potager, au verger, l'idée c'est d'associer les plantes selon leurs effets bénéfiques mutuels. C'est ce qu'on appelle les associations de plantes ou le compagnonnage. Excusez-moi, j'ai fait une petite coquille de frappe. Alors, les associations de plantes, en fait, c'est tout simplement une méthode de culture qui consiste à cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui vont s'apporter des bénéfices mutuels. Ainsi, par exemple, l'œillet d'Inde que vous avez sur la photo, planté au pied des tomates, va éloigner les nématodes des racines des tomates. Donc, du coup, on va, en fait, dans ces cas-là, avoir un effet répulsif sur les nuisibles. Ça fonctionne au potager, par exemple, aussi. Alors, l'exemple le plus connu, hein, c'est la carotte et le poireau. En fait, la carotte va éloigner le ver du poireau et le poireau va éloigner la mouche de la carotte. Donc, on va avoir des effets répulsifs les uns sur les autres. Les plantes aromatiques, comme par exemple le basilic, le thym, la menthe, sont également très bénéfiques en association avec d'autres plantes. Par contre, voilà, faire attention, à l'inverse, on peut avoir des effets négatifs les unes sur les autres, ou alors par exemple la pomme de terre et la tomate qui sont sujettes aux mêmes maladies, comme le mildiou ou l'oïdium. Il faut éviter de les planter côte à côte, puisque du coup, si par exemple la tomate développe le mildiou, le mildiou va pouvoir se propager plus facilement à la rangée de pommes de terre qui est à côté. Donc voilà, ça fait partie aussi toujours de la réflexion qu'il faut avoir au moment de la conception de son jardin. Alors,
comme ça, voilà, vous allez vous dire, mais je ne peux pas toujours tout savoir, qu'est-ce que je plante à côté de mes aubergines, des choux, des concombres, etc. Donc, il y a souvent de la bibliographie qui vous permet de trouver rapidement et facilement ces informations de quoi planter avec quelles espèces. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à se renseigner sur des bons ouvrages de jardinage écologique. Alors, toujours dans la conception du jardin, du coup, un jardin, je vous le disais tout à l'heure, c'est un écosystème. Donc, c'est des interactions entre l'habitat et ses habitants. Et donc, du coup, c'est important, c'est même primordial d'encourager la biodiversité pour favoriser justement le développement d'un équilibre entre espèces. C'est important d'avoir effectivement des prédateurs, de ce qu'on va appeler nos ravageurs. Mais si on n'a pas de ravageurs, on n'aura pas forcément non plus les prédateurs, parce que si vous n'avez pas de pucerons, vous n'aurez pas forcément non plus de coccinelles. Donc c'est important d'avoir un équilibre pour avoir un petit peu de pucerons, mais pas en trop grosse quantité pour ne pas avoir de dégâts sur les plantes, mais suffisamment pour que les coccinelles aient aussi de quoi se nourrir. Alors, je vous présente plusieurs façons d'encourager la biodiversité chez soi. Un des plus connus, hein, c'est la première photo, ce sera effectivement les hôtels, les nichoirs. Excusez-moi, j'ai mon chaton qui fait des bêtises à côté qui m'a un petit peu déconcentrée. Donc du coup, ce sera effectivement donc, les nichoirs pour les oiseaux. Alors à savoir que chaque nichoir est adapté en fait à la morphologie de l'oiseau. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur notre site internet, sur le site de Seine-et-Marne Environnement. On a mis à disposition plein de plans de nichoirs, que ce soit les nichoirs à mésanges, à martinets, à chouettes, ou même aussi à chauve-souris. Donc vous aurez tous les plans sur le site internet en fonction de vos envies. À côté, c'est un pot de terre cuite dans lequel il y a de la paille. C'est pour tout ce qui va être perce-oreille, parce que le perce-oreille, effectivement, est plutôt mal aimé au jardin et pourtant il est très utile en tant que prédateur, ce qu'on appelle un auxiliaire du jardin. À côté, on a ce qu'on appelle donc, les hôtels à insectes qui sont très répandus depuis quelques années. Alors, les hôtels à insectes ont un très fort intérêt pédagogique pour un aspect sensibilisation. L'idée, c'est plutôt dans le jardin de mettre en place des endroits qui sont favorables à la biodiversité plutôt que d'avoir un hôtel bien construit, bien carré. Si toutefois vous souhaitez construire un hôtel à insectes, prenez-le, faites-le vous-même et attention à ne pas utiliser de bois qui soit traité ou verni, ni de peinture. C'est pas attirant pour les insectes et c'est même plutôt néfaste pour eux. On a aussi donc le hérisson qu'on retrouve de moins en moins dans nos jardins, mais quand même l'idée c'est de pouvoir l'accueillir au mieux. Donc dans ces cas-là, il suffit juste de mettre un tas de bois ou un tas de feuilles mortes. Alors juste soyez précautionneux à la sortie de l'hiver quand vous allez manipuler votre tas de bois ou votre tas de feuilles mortes, à donner peut-être un petit coup avant pour vérifier qu'il n'y a rien dans le tas de feuilles pour éviter de traumatiser le hérisson et de vous faire une frayeur. On va avoir aussi donc du coup la possibilité par exemple d'aménager une mare dans son jardin, notamment quand on est sur des sols argileux qui sont imperméables. Alors à savoir que pour la mare, c'est un écosystème qui est très intéressant pour la biodiversité, notamment pour tout ce qui va être accueil d'amphibiens ou de libellules. Par contre, il ne faut surtout pas mettre de poissons dans la mare, puisqu'elle va avoir tendance à se nourrir effectivement des larves de libellules ou d'amphibiens, et donc du coup, on n'aura pas ces deux espèces très intéressantes pour la biodiversité. Le muret de pierre sèche, donc c'est un ouvrage qui est très intéressant pour tout ce qui va être reptiles, comme les lézards, qui vont aimer la chaleur de la pierre au soleil. Et je reviens du coup sur les deux petites images à gauche dont je n'ai pas parlé sur la végétation. Donc vous avez la possibilité de planter des haies. Alors là, je vous ai mis une haie d'essence champêtre, d'essence locale, une haie champêtre, donc une haie diversifiée. En fait, l'avantage de faire une haie champêtre d'essence locale, c'est qu'elle est adaptée au climat, donc moins sujette aux maladies. Comme ça, si un arbuste est touché, toute la haie ne sera pas atteinte. Et l'avantage de ces haies, c'est qu'elles attirent de nombreux insectes, d'oiseaux, de mammifères. Et en plus, comme vous le voyez sur l'image, elle est plutôt colorée. Donc, essayez de privilégier les haies variées plutôt que les haies monospécifiques, comme par exemple les haies de thuya qui ne présentent aucun intérêt pour la biodiversité.
Et en dessous, c'est une zone de fauche annuelle. Donc, c'est une zone qu'on va laisser fleurir naturellement et qu'on va couper qu'une fois l'année, qu'une fois par an. En fait, du coup, ça va être une zone de repos, de nourriture, de reproduction des espèces d'insectes, de mammifères au sein du jardin. Voilà, donc il y aurait encore plein d'autres façons d'accueillir la biodiversité chez soi, hein, comme conserver du bois mort, des cavités dans les arbres. Mais je vous invite à regarder la conférence du 9 avril, donc de vendredi, sur comment favoriser la nature près de chez soi de la NVL, qui vous présentera ça beaucoup plus dans le détail. Sur les 2 dernières images de cette diapositive, vous avez un petit passage à hérisson, en fait, un petit passage dans la clôture, puisque l'idée pour favoriser la biodiversité, c'est aussi de permettre la circulation de ces espèces d'un jardin à un autre. Donc c'est important effectivement d'avoir des clôtures qui soient ce qu'on appelle perméables à la pied-de-faune. Donc voilà, essayez de négocier avec votre voisin s'il est possible de mettre en place des petites ouvertures de façon à permettre aux espèces de circuler librement. Et enfin, la dernière image, c'est l'extinction nocturne de l'éclairage public. Donc, il y a beaucoup de collectivités qui le pratiquent, effectivement. C'est ce qu'on va parler de la trame noire. En fait, dans l'idée, il faut éviter l'éclairage des jardins la nuit. Alors, il y a beaucoup de magasins de décoration qui proposent des petites décorations qui solaires, en fait, qui s'allument la nuit. Et en fait, c'est très mauvais pour la biodiversité puisque ça va perturber le rythme à la fois pour les végétaux qui sont adaptés en fait au cycle du soleil, qui ne savent plus s'il fait jour, s'il fait nuit, et notamment pour certaines espèces, par exemple comme pour les chauves-souris, qui ont besoin de chasser dans le noir. Cette pollution lumineuse en fait va avoir des effets vraiment néfastes sur la biodiversité locale et sur l'activité, la reproduction, la chasse de ces espèces. Donc il faut éviter effectivement d'éclairer son jardin. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop rapide. Du coup, dernière diapositive dans la conception du jardin, c'est faire des achats responsables. Pratique écologique, nous on est parti sur le principe que il fallait aussi être responsable au moment de ses achats. Donc pour les plantes, l'idée principale c'est d'essayer de faire ses semis ou ses boutures soi-même quand c'est possible. Sinon, il est possible d'acheter des plantes produites localement. Alors pour ça, il existe des labels qui peuvent vous aider. Je les ai mis sur le côté. Donc vous avez le label Plante Bleue qui présente en fait les végétaux qui sont produits en France de manière éco-responsable par des entreprises de production horticole françaises. Les labels Vrai Messicole et Végétal Local sont des labels qui labellisent en fait les végétaux d'origine sauvage produits localement. Alors, celui pour les vrais messicoles, ça s'applique surtout aux fleurs des champs, par exemple, comme les coquelicots. Et puis, vous avez aussi le label agriculture biologique que tout le monde connaît. On peut aussi se procurer, en fait, au niveau des bourses aux plantes. Alors, il faut faire attention dans les bourses aux plantes de ne pas s'échanger des plantes horticoles à caractère invasif, comme c'est le cas, par exemple, du buddleia, ou plus communément appelé l'arbre à papillons. Qui va avoir une tendance à proliférer très rapidement au détriment des espèces locales et qui n'a pas d'intérêt en fait pour la biodiversité. Donc il faut faire attention effectivement à pas bien savoir ce qu'on récupère au niveau des bourses aux plantes et à pas véhiculer l'espèce à caractère invasif. Et l'idée aussi, c'est d'essayer de privilégier les variétés anciennes, que ce soit au potager, par exemple sur des tomates ou des carottes, ou alors dans un verger. L'idée, c'est de préserver aussi la diversité génétique des espèces. Alors, pour les variétés anciennes, si quelqu'un est intéressé pour les vergers, je vous invite à prendre contact avec l'association Les Croqueurs de Pommes, qui ont toute une liste de ces espèces et de ces variétés anciennes. L'idée aussi, du coup, c'est de limiter les déchets à l'achat, donc en privilégiant les pots biodégradables, le paillage végétal qui se dégradera au fur et à mesure du temps. Ou même d'essayer de préparer son terreau soi-même en mélangeant du compost avec de la terre. Et si vous achetez du terreau, surtout le choisir sans polystyrène. Le polystyrène permet d'alléger et d'aérer le terreau, mais du coup, il ne se dégradera pas dans le sol, donc on va le retrouver dans le temps en fait au niveau du sol. Et de le choisir sans tourbe. Alors la tourbe, en fait, c'est une matière organique qui est produite dans ce qu'on appelle les tourbières, qui est un écosystème très remarquable et très fragile. Et donc, du coup,
Voilà, il faut éviter, enfin, il faut ne pas le prendre, c'est même pas éviter, c'est surtout il faut ne pas le prendre avec de la tourbe, puisque du coup, on détruit un écosystème pour produire ce terreau. Donc, dans tous les cas, il faut choisir des produits qui sont respectueux de l'environnement, tant dans leur exploitation, leur fabrication que leur devenir. Là, c'était pour la partie voilà, conception de jardin, tout ce à quoi il faut penser au moment où on va planter, au moment où on va aménager son jardin. Alors, il faut penser aussi, par exemple, si on veut mettre en place un potager, au temps qu'on est prêt à lui consacrer. Vous n'allez pas partir sur un potager de 300 mètres carrés si vous n'avez qu'une heure par semaine à consacrer au potager. Donc, il faut adapter aussi la conception de son jardin en fonction aussi de ses besoins. Par exemple, on sait que les allées gravillonnées sont les plus sujettes aussi au développement des espèces dites indésirables. Donc, il faut voir si on a vraiment besoin de l'allée gravillonnée ou s'il est possible, par exemple, de mettre en place des pas japonais, donc une espèce de dallage espacé, où du coup, on va laisser la végétation se développer entre, sans avoir besoin de désherber. Du coup, j'en arrive du coup à la partie entretien du jardin et notamment justement sur cet aspect désherbement. La première question à se poser, c'est la végétation spontanée ne peut-elle pas être tolérée sur cet espace? Est-ce qu'on a vraiment besoin de désherber? Alors, il y a deux choses qui peuvent être faites en amont du désherbage. Déjà, c'est les plans de couvre-sol. Par exemple, si on a un très grand jardin, on sait qu'on ne va pas pouvoir entretenir tout l'ensemble de son jardin. Et donc, on peut choisir aussi de végétaliser volontairement une partie en laissant fleurir des plantes qui vont avoir un fort effet de recouvrement sur une partie de son jardin. Donc ça permet de limiter la surface à entretenir. On peut aussi pratiquer le paillage. Donc du coup, c'est en fait le paillage, il peut être avec du bois, de la paille, du champ, enfin avec les déchets de tonte que vous avez chez vous. Et l'idée, c'est d'appliquer donc une dose de paillage, notamment au pied des plantes. Ce paillage va avoir plusieurs intérêts, parce que déjà, en fait, il va limiter effectivement la pousse des herbes dites indésirables ou mauvaises herbes. Il va permettre aussi de garder l'humidité du sol et donc du coup de réduire la nécessité d'arrosage. Et en se dégradant petit à petit, il va aussi être un amendement pour le sol, donc il va permettre d'agir un peu comme un engrais. Voilà. Donc surtout au potager, toujours choisir des paillages végétaux, donc organiques. Sur les massifs, on peut mettre du paillage inorganique, par exemple avec de l'ardoise ou de la pouzzolane, mais en général, ce paillage inorganique, il faut l'associer avec un géotextile. Donc c'est pas le plus écologique en soi. Alors je reviens juste sur la notion de mauvaises herbes. Qui a été évoquée tout à l'heure par Monsieur Bernard. Effectivement, ces mauvaises herbes, alors il faut savoir pour l'anecdote que leur nom, en fait, au départ, vient de malesherbes, qui veut dire les herbes du mal. Et les herbes du mal, en fait, c'était des herbes qui étaient médicinales. Donc, en fait, on est parti de plantes médicinales, de plantes qui avaient des usages par le passé, à des plantes qui maintenant sont considérées comme indésirables ou mauvaises. Or, elles ne le sont pas. La majorité, si ce n'est toutes, les herbes indésirables telles que l'ortie, le lierre, le pissenlit sont des espèces qui sont locales et qui du coup sont très intéressantes pour la biodiversité et pour les espèces pollinisatrices. Donc c'est important effectivement de pouvoir aussi les avoir un peu dans le jardin, notamment par exemple l'ortie dont on reparlera en fin de diaporama. Enfin, si vraiment on a nécessité à désherber, il y a le désherbage manuel. Alors c'est effectivement valable sur les petites surfaces. On peut aussi utiliser donc des binettes pour les plantes qui sont peu enracinées, des sarcloirs, la griffe, la gouge. La gouge, elle est idéale par exemple contre les pissenlits. Ou on peut avoir aussi l'utilisation de couteaux émousseurs pour les dalles et pavés. Effectivement, un désherbage manuel plutôt sur les petites surfaces. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle le désherbage thermique. Donc là, vous avez l'image d'un désherbeur à gaz. Alors l'idée, c'est pas de mettre le feu à la plante, c'est juste de lui provoquer un choc thermique. Ou on peut aussi utiliser l'eau de cuisson de pommes de terre ou des pâtes riches en amidon. Par exemple, si vous avez une allée
gravillonnez devant chez vous avec quelques herbes indésirables qui poussent, quand vous faites cuire vos pommes de terre, vous pouvez ensuite jeter l'eau de cuisson encore chaude sur la plante. Dans tous les cas, je reviens dessus, mais on ne fait pas un mélange de vinaigre blanc et de sel qui ne sont pas homologués comme désherbants et qui vont avoir les impacts dont je vous parlais tout à l'heure. Alors pour information, le vinaigre, lui, il est homologué comme fongicide et bactéricide pour nettoyer les outils, notamment en agriculture. Le sel peut être utilisé comme insecticide, mais en tout cas, le mélange des deux peut être très néfaste au jardin. Donc sur l'entretien du jardin, donc il y a effectivement la gestion des herbes dites indésirables, il y a aussi la gestion des maladies et des ravageurs. Donc dans les actions préventives, donc il y a celle dont on a parlé tout à l'heure, de choisir des plantes adaptées au terrain, donc des plantes locales qui seront moins sujettes aux maladies, l'association de plantes ou le compagnonnage. Il y a aussi au potager ce qu'on appelle la rotation des cultures. La rotation des cultures, ça consiste à alterner les plantations sur un emplacement avec des familles de plantes différentes. Et donc, du coup, chaque année, vous alternez entre un légume feuille, un légume fruit, un légume grain, un légume racine, et de ne pas planter deux plantes de la même famille côte à côte ou à la suite l'une de l'autre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, cette rotation, elle va être efficace contre les maladies et les nuisibles. Alors, pourquoi contre les maladies? Parce que tout simplement, si vous avez planté une plante, par exemple comme la pomme de terre, qui a développé l'oïdium et que l'année suivante, vous replantez la pomme de terre, le risque qu'elle redéveloppe de l'oïdium va être plus élevé que si vous la plantez sur un terrain sur lequel il n'y a pas eu le développement de la maladie. Par ailleurs, toutes les plantes n'ont pas les mêmes besoins en nutriments. Donc, du coup, il y a des plantes qui vont avoir tendance à appauvrir le sol, d'autres qui vont avoir tendance à l'enrichir. Donc, c'est important d'avoir cette rotation de façon à limiter aussi les besoins en engrais. Même s'il est possible de faire de l'engrais naturel avec le compost, par exemple, l'idée, c'est de limiter les enrichissements du sol. Et enfin, donc, dans les actions préventives, on a aussi les filets et voiles de protection qui permettent de lutter contre les ravageurs. On peut aussi utiliser le pouvoir répulsif des extraits de plantes, comme par exemple le purin d'absinthe contre les pucerons, ou la macération de tanésie contre le mildiou, etc. Ou pour améliorer la résistance des plantes, on peut utiliser du compost. Alors je ne reviens pas là aujourd'hui sur comment faire du compost. Il y a aussi une intervention du SMITAM qui est prévu prochainement. J'ai plus la date exacte, Monsieur Bénard pourra nous la dire en fin de conférence. Et on peut aussi utiliser les plantes directement aussi comme engrais, soit sous forme d'extrait de plantes avec des macérations, des décoctions, ou en enterrant directement des morceaux de plantes dans les trous, par exemple directement les feuilles d'ortie, ou par exemple au pied des rosiers, vous pouvez mettre directement la peau de banane qui est riche en phosphore, donc du coup ça fera un apport en phosphore et qui permettra aux rosiers d'être plus résistants. Alors attention, tout à l'heure je vous ai dit que certains purins pouvaient être utilisés comme répulsifs. C'est également une aide pour la résistance des plantes, donc il faut vraiment faire attention au dosage et donc au taux de dilution, puisqu'un purin trop concentré va avoir un effet désherbant. Donc il faut bien aussi se renseigner sur les taux de dilution et sur le type de plante en fonction de l'action que vous souhaitez. Donc ça, c'était sur les actions préventives. Sur les actions curatives, l'idée principale, avant toute intervention, c'est de bien observer quelle est la problématique. Par exemple, une plante peut présenter des petites taches au niveau de son feuillage. Ça peut être dû, par exemple, à un manque d'eau ou à un excès d'eau. Donc peut-être qu'au départ, c'est juste une problématique d'arrosage, qui est plutôt facile à régler. Si on observe effectivement que c'est une problématique de maladie ou de ravageur, il faut bien identifier effectivement la cause pour pouvoir intervenir. Par exemple, sur une plante, des fois, on a juste quelques feuilles qui sont touchées par la maladie. Il suffit juste de les retirer pour éviter que la maladie ne se propage avant même de mettre un traitement. De la même façon, pour les ravageurs, des fois, avant même d'avoir ce que j'ai appelé une invasion, on peut avoir juste quelques espèces, quelques individus, et du coup, là, il est facile d'intervenir avant que ça se propage. Donc voilà, bien observer avant toute intervention.
Au niveau des actions curatives, on va avoir la lutte biologique. Donc, l'idée dans la lutte biologique, c'est surtout d'avoir un jardin qui accueille une biodiversité variée, de façon à ce que on puisse avoir une autorégulation de l'écosystème et donc du coup d'avoir déjà les prédateurs au niveau du jardin pour éviter justement l'invasion de ces ravageurs. Si on fait de la lutte biologique, notamment comme ça peut être fait en agriculture, avec du coup l'apport de ravageurs, il faut faire attention en fait à l'importance de l'indigénat. C'est-à-dire, par exemple, on a beaucoup utilisé la coccinelle asiatique dans les cultures pour lutter contre les pucerons. Et la coccinelle asiatique, elle est sortie de son contexte de culture. Et donc maintenant, elle présente un impact sur la coccinelle européenne. Donc il faut faire attention quand on fait de la lutte biologique à bien avoir en tête aussi qu'on travaille avec des êtres vivants qui vont avoir leurs réactions, leurs interactions et que parfois elles peuvent aussi sortir de notre contrôle. Donc voilà, ça reste du travail avec du vivant. Donc l'idée c'est plutôt d'avoir un jardin qui s'autorégule plutôt que d'essayer d'apporter une autre espèce pour gérer un problème ponctuel. On peut avoir aussi donc, dans les solutions les pièges à insectes, comme les pièges à phéromones ou les pièges chromatiques. Donc là, les pièges chromatiques, c'est des pièges colorés. C'est des planches colorées avec de la colle dessus, en fait, sur lesquelles les insectes vont venir se coller dessus. Donc, ils ne sont pas forcément très spécifiques à l'insecte qu'on veut cibler. On va avoir aussi donc d'autres techniques plus locales et plus artisanales, je vais dire, comme la cendre, les coquilles d'œufs, la bière, le pamplemousse. Alors vous allez me dire le pamplemousse, pourquoi? Alors le pamplemousse, c'est une technique qui nous a été donnée par un particulier il y a quelques années sur un stand pour lutter contre les limaces. En fait, l'idée c'est de garder en fait la moitié du pamplemousse vous coupez le pamplemousse en deux, vous mangez le pamplemousse et ensuite vous le mettez un petit peu en piège à rats éloigné du potager. Et en fait, les limaces vont être attirées par le sucre et l'acidité du pamplemousse et vont venir se mettre en dessous pour manger ce qui reste au niveau de la coque. Et le monsieur ensuite récupérait la coque de pamplemousse avec les limaces dedans et les remettait à l'autre bout du jardin. C'est en fait dans la même idée que la bière, en fait, des pièges à bière où on va attirer les limaces dedans. Alors il faut faire attention pour la bière, puisque le hérisson est également très friand de cette boisson et c'est très mauvais pour son organisme. Donc si jamais vous utilisez de la bière dans votre jardin pour lutter contre les limaces, il faut bien faire attention à ce que la bière ne soit pas accessible au hérisson, de façon à ne pas le rendre malade. Voilà pour quelques solutions techniques, on pourra en reparler au moment des questions s'il y en avait. Et comme tout à l'heure je vous disais que certains purins pouvaient aussi avoir des effets répulsifs, on peut avoir des actions fongicides et insecticides de certains extraits de plantes, que là je n'ai pas en tête, mais ça pourrait me revenir. Sur l'entretien du jardin, du coup, sur les pratiques écologiques, quand on parle d'environnement, on parle aussi de gestion de l'eau. Donc l'idée, c'est effectivement de bien gérer l'arrosage. Ça paraît bête à dire, mais l'idée, c'est de prendre en compte la météo avant tout arrosage. Ce qui nécessite effectivement de ne pas forcément mettre en place dans son jardin les systèmes d'arrosage automatique qui sont programmés pour arroser tous les jours à la même heure, puisque là, pour le coup, c'est anti-écologique. Donc prendre vraiment en compte la météo, essayer d'arroser du coup de préférence le soir ou tôt le matin. Alors ça va dépendre aussi de la période de l'année. Par exemple, à la mi-saison, quand les nuits sont froides, il vaut mieux arroser le matin, puisque si vous arrosez le soir, en fait, ça va garder l'humidité et ça va favoriser du coup l'apparition de maladies telles que le mildiou. Dans ces cas-là, il vaut mieux effectivement arroser le matin, alors que l'été, comme les nuits sont suffisamment chaudes, il vaut mieux arroser le soir, parce que ça va éviter du coup l'évaporation sur la journée. Donc en fonction de la période de l'année, soit plutôt le soir, soit le matin, mais en tout cas jamais à 14 h en plein soleil. On peut aussi utiliser des systèmes qui sont plus économes que le tuyau d'arrosage, comme tout simplement l'arrosoir, les drains perforés, les systèmes de goutte à goutte.
Et avoir en tête surtout qu'une plante arrosée moins souvent résistera mieux à la sécheresse. Tout simplement parce qu'elle va, en étant arrosée moins souvent, elle va développer un système racinaire qui va être plus important. Et du coup, elle aura une faculté plus importante d'aller chercher l'eau dans le sol que de rester en fait en superficie. Pour la pelouse l'été, c'est pareil, on a tendance à vouloir arroser sa pelouse quand elle jaunit au mois d'août, mais c'est pas utile de l'arroser puisque de toute façon elle va reverdir en fait à l'arrivée de l'automne dès que les températures vont diminuer, donc c'est pas nécessaire d'arroser son jardin, en tout cas sa pelouse l'été. Alors je l'ai nosé, ça paraît bête effectivement à dire, mais l'idée c'est aussi de récupérer l'eau de pluie qui tombe au niveau de son jardin, donc tout simplement mettre un bac sous la gouttière pour réutiliser cette eau de pluie. Binet et pailler. Donc le paillage, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il permettait de garder l'humidité du sol et donc du coup de limiter les besoins en arrosage. Et surtout, et on le sait peu, il faut respecter les arrêtés de sécheresse, puisque la Seine-et-Marne est un département qui est soumis très régulièrement, tous les étés, en tout cas beaucoup d'étés, à des arrêtés de sécheresse qui du coup entraînent une réglementation spécifique tant pour les agriculteurs que pour les particuliers, puisque du coup, en fait, quand les nappes diminuent, quand le niveau des nappes diminue, on met en place en fait des systèmes de restriction de façon à garantir une alimentation en eau potable pour l'ensemble de la population et aussi des usages comme pour l'agriculture, pour l'irrigation. Et du coup, ces arrêtés de sécheresse impliquent par exemple des interdictions d'arrosage de jardin ou de nettoyage de voitures. Donc c'est important de se renseigner à l'approche des jours un peu plus chauds de l'année, notamment auprès de sa mairie, de si un arrêté de sécheresse est mis en place, ou alors vous avez aussi le site du gouvernement, ProPluvia, qui vous permet de savoir quelle est la situation sur le territoire. Enfin, sur la partie valorisation, déjà les déchets, alors ce qu'on appelle les déchets verts, on les a mis entre guillemets parce que pour nous, c'est pas vraiment des déchets, représentent 23%, donc près d'un quart du tonnage de l'ensemble des déchets collectés en France. Donc c'est quand même considérable en termes de quantité de ce qui peut être récupéré. Alors aussi, il faut savoir que le brûlage des déchets verts à l'air libre, c'est interdit. Donc l'idée, c'est de valoriser ce qu'on a produit dans notre jardin. En fait, nous, on le considère plutôt comme une production et d'utiliser ces produits de coupe en paillage. C'est possible, par exemple, quand vous avez tondu votre pelouse, de faire sécher l'herbe coupée pour ensuite l'utiliser, par exemple, en paillage, ou alors de récupérer les feuilles mortes des arbres pour l'utiliser sous cet aspect paillage et du coup couche de matière organique qui viendra au pied des massifs ou des plantations. On peut aussi utiliser ces produits au compost ou alors par exemple pour les petits branchages une fois qu'ils sont secs de les utiliser aussi dans la cheminée, le poêle ou le barbecue. Alors par exemple pour tout ce qui va être bois, on a possibilité de louer ou d'emprunter un broyeur. Par exemple, donc on a possibilité effectivement d'emprunter ou de louer un broyeur. D'une manière générale, il vaut mieux, enfin c'est plus écologique de prêter, enfin d'emprunter ou de louer du matériel qu'on aura l'occasion d'utiliser que très ponctuellement, plutôt que d'acheter directement l'outil qui restera dans l'abri de jardin 360 jours dans l'année. Voilà, donc ne pas hésiter à essayer de voir, à mutualiser avec les voisins l'utilisation de ce matériel. Enfin, sur la partie valorisation, je voulais attirer votre attention sur les alliés à mauvaise réputation. C'est toutes les plantes ou les espèces qui sont très utiles aux jardiniers et qui pourtant ont effectivement cette mauvaise réputation. Donc, par exemple, pour la taupe, où on a tendance à vouloir l'éradiquer de nos jardins, puisqu'effectivement, quand elle
fait ses taupinières, elle fait ses petits trous et ses amas de terre au niveau du jardin. Alors, dans l'idée, en fait, c'est de laisser la taupe terminer de faire ses taupinières. Donc, effectivement, ça prend un petit peu de temps, le temps qu'elle construise toutes ces galeries. Mais une fois qu'elle aura fait ses taupinières, elle ne remontera plus à la surface. Donc, elle n'aura plus à refaire de trous dans le jardin. Donc, l'idée, c'est d'étaler la terre excavée en surface, hein, de pouvoir la remettre à la surface du sol, ou alors même de la réutiliser pour le rempotage de plantes. Dans les autres espèces à mauvaise réputation, c'est aussi les araignées qui subissent effectivement une peur de beaucoup de nos voisins, de nos amis, qui sont des insecticides naturels, hein. Ce sont des grandes consommatrices d'insectes, donc c'est important de les conserver et de ne pas essayer effectivement de les éradiquer du jardin. Et enfin, sur les plantes, on parlait tout à l'heure donc des mauvaises herbes, ou des herbes indésirables plutôt, telles que les ronces ou les orties. Il faut savoir que ces herbes, du coup, comme elles sont locales, elles servent de refuge et de nourriture pour de nombreuses espèces animales comme les papillons, ou même pour les oiseaux, les petits mammifères. Donc c'est important d'essayer de conserver dans son jardin ce type de plantes. À savoir aussi, par exemple, du coup, que pour les orties, on peut les utiliser en purin, mais vous pouvez aussi les utiliser en cuisine, avec des soupes d'orties, des veloutés. Alors, ne me demandez pas les recettes, je n'en aurai pas à vous fournir ce soir, malheureusement. Enfin, sur la partie valorisation, je voulais attirer aussi votre attention sur l'aspect sciences participatives. Les sciences participatives, en fait, elles contribuent à améliorer la connaissance du territoire. Alors, vous pourrez retrouver sur le site de Viginature du Muséum national d'histoire naturelle l'ensemble des observatoires existants. Là, je vous en ai mis 4 sur le côté, mais il y en a beaucoup plus. Vous avez par exemple le protocole Oiseaux des jardins, qui est du coup pour observer les oiseaux qu'on a chez soi. Le SPIPOL, qui est un suivi photographique des insectes pollinisateurs. Le STOC, alors le STOC est un peu plus scientifique, c'est plutôt pour les ornithologues. Mais qui permet effectivement de voir l'évolution des espèces au fur et à mesure des années. Donc c'est le stock qui permet aussi de montrer la régression malheureusement des espèces d'oiseaux, tant sur le milieu urbain qu'agricole ou forestier. Vous avez aussi des protocoles sur les papillons, sur les chauves-souris, sur les escargots. Enfin, à peu près toutes les espèces sont représentées sur ces observatoires, ou même par exemple Streets, qui est un suivi des pieds d'arbres de la rue. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu quelles sont les plantes qui se développent spontanément au pied des arbres sur le trottoir au bas de chez vous. Dans l'idée, voilà, c'est d'améliorer la connaissance des territoires et justement de pouvoir alerter les élus en cas de projet d'aménagement ou quoi que ce soit. Donc c'est voilà, pour mieux maîtriser aussi les enjeux. Vous avez aussi l'observatoire des saisons qui permet en fait d'observer votre jardin tout au long de l'année, qui vous permet de rentrer aussi des informations sur le début de la floraison par exemple d'un arbre dans votre jardin, ou alors justement le début de la perte des feuilles, ce qui permettra de montrer aussi l'évolution de la biodiversité en fonction du changement climatique. Voilà, donc des données qui sont importantes et qui permettent aux chercheurs et aux scientifiques effectivement d'avoir le plus d'informations possible. Et enfin, vous avez, alors là c'est CETIA Île-de-France, c'est une base de données naturaliste qui permet de rentrer ces données. Alors c'est pour les scientifiques, mais c'est aussi pour les amateurs, pour tout à chacun, de pouvoir recenser les observations qu'on fait dans son jardin ou sur sa commune. Alors en soi, c'est très intéressant de pouvoir faire participer la population à ce type de base de données. Pourquoi? Alors je vais vous donner un exemple. Pour le hérisson, il y a 10 ans, quand on demandait la présence du hérisson en Seine-et-Marne, il n'y a aucune carte qui permettait de dire si le hérisson était présent en Seine-et-Marne. Ce qui pouvait montrer deux choses, soit que le hérisson n'était pas présent en Seine-et-Marne, or on savait que ce n'était pas le cas, soit que justement il y avait un manque d'informations sur cette espèce parce que considérée comme une espèce ordinaire, tout le monde a du hérisson chez soi, enfin presque, hein, parce que maintenant il est en régression aussi, mais dans l'idée, voilà, le hérisson c'est une espèce que tout le monde connaît, que tout le monde voit, que tout le monde sait reconnaître, et du coup personne s'y intéressait vraiment. Or, avec du coup la création de la base de données qui a presque 10 ans maintenant, elle date de 2012, à l'heure d'aujourd'hui, quand on demande une carte de la présence du hérisson en Seine-et-Marne, le hérisson il est partout.
Il a été recensé un peu partout en Seine-et-Marne grâce aux volontés de chacun. Sur la base de données Cité Île-de-France qui va être remplacée en fin d'année par GeoNature, ça permet aussi de montrer la mortalité routière, donc de pouvoir identifier aussi des endroits à forte mortalité, donc où on a beaucoup de rencontres entre les voitures et les espèces comme les sangliers, les renards, etc. Donc ça permettrait par la suite aux aménageurs, tels que le département, si on est sur une route départementale, de mettre en place des aménagements spécifiques, comme c'est le cas ensuite Seine-et-Marne. Par exemple, là, au niveau de Sorques, on a ce qu'on appelle un crapauduc qui permet aux amphibiens de passer. Voilà, je me suis un petit peu éloignée du jardin, mais ça me paraissait important aussi de vous montrer qu'il est possible, en tant que citoyen, de vous impliquer aussi dans la connaissance de votre territoire. Et donc, du coup, pour conclure, je voudrais revenir sur les espaces verts communaux. Puisqu'en fait, toutes les pratiques écologiques au jardin, que ce soit sur justement sur un écosystème qui s'autorégule ou sur l'absence d'éclairage, etc., toutes ces pratiques écologiques, elles s'adaptent aux espaces verts communaux, et j'aurais tendance à même dire que c'est plutôt le fait qu'on adapte maintenant au jardin ce qui a été mis en place par les communes il y a une dizaine d'années maintenant pour certaines. Puisque du coup, comme la commune de Fontainebleau est concernée, puisqu'elle est impliquée depuis une dizaine d'années maintenant dans cette espèce zéro phyto, les communes ont adapté aussi leurs techniques de désherbage avec d'autres outils, d'autres matériaux. Certaines communes ont aussi mis en place ce qu'on appelle la gestion différenciée. La gestion différenciée, elle permet d'adapter la fréquence d'entretien à l'usage qui est fait d'un secteur. Par exemple, sur l'image que vous avez en haut, c'est un très grand parc qui sert de balade et de promenade, où du coup on a créé des systèmes de chemins qui sont entretenus très régulièrement, et puis des zones où on va faire une fauche annuelle et qui permettent, sur une partie du secteur, d'avoir des espaces qui vont être favorables à la biodiversité, à l'accueil des espèces, à la pollinisation. Et puis d'autres espaces qui vont être pratiqués par les utilisateurs du parc, les piétons, les cyclistes, les randonneurs avec leurs chiens, les promeneurs, etc. Et voilà, donc du coup on adapte en fonction, et ça permet du coup de ne pas tondre l'intégralité du parc, ce qui permet aussi un gain de temps pour les services communaux. Et puis du coup aussi d'avoir cet aspect biodiversité qui est très important dans l'aspect pollinisation, refuge de biodiversité, etc. Et puis du coup ça met aussi en place des zones de fauche annuelles. Alors, on a souvent parlé de fauche tardive à l'automne, mais en fait ces fauches annuelles, elles peuvent être faites au mois d'avril, au mois de juillet ou au mois de septembre en fonction. Et puis vous avez peut-être déjà vu des panneaux comme le panneau refuge de biodiversité, qui permet de montrer aussi l'intérêt de ces zones pour toutes les espèces, qu'elles soient de petite taille ou de grande taille. Enfin, certaines communes ont mis en place aussi la végétalisation volontaire. Comme tout à l'heure, je vous parlais des plantes couvre-sol. Pour certaines communes, il y a eu aussi un enherbement des pieds de mur, puisqu'il faut savoir que quand on passe la débroussailleuse ou le rotofil pour aller couper les herbes indésirables sur les trottoirs, on est un petit peu... c'est un peu difficile au niveau de la rencontre avec le mur, parce que l'idée, c'est de ne pas abîmer le mur non plus. Donc, du coup, certaines communes ont fait le choix d'enherber volontairement les pieds de mur, puisque du coup, ça permet d'avoir une gestion facilitée pour les services communaux. Et un aspect esthétique, parce que vous voyez sur la photo, c'est très, très fleuri et très coloré, donc c'est aussi agréable pour les habitants de cette rue. Et c'est aussi très avantageux pour la biodiversité, puisque ça va faire un accueil pour la faune et la flore. Alors j'attire votre attention, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais sur les sachets de graines qui sont vendus parfois directement en jardinerie sur les prairies fleuries. Il faut savoir que la plupart du temps, sur ce type de mélange, en fait, on n'est pas forcément sur des espèces locales, donc c'est pas forcément toujours des espèces qui sont adaptées au milieu sur lequel on va les semer. Enfin, certaines collectivités ont mis en place aussi les opérations, ce qu'on appelle le permis de végétaliser. Ça a été le fait, je crois, aussi à Thomery, c'est le cas actuellement, je crois, aussi à Melun. C'est en fait un droit qui est donné aux citoyens de végétaliser devant chez eux.
sur les trottoirs. Donc, c'est sur demande à la mairie, et la mairie donne son accord pour végétaliser des petits endroits sur l'espace communal. Voilà, et puis après, à charge à chaque citoyen d'entretenir ces espaces. Donc, toutes ces pratiques écologiques aux espaces verts ont permis à la commune de Fontainebleau d'être récompensée par des labels ou des trophées, notamment le trophée Zéro Phyto, qui est un trophée qui a été mis en place par le département en 2012, je crois, qui récompense les communes qui sont engagées depuis au moins 2 ans dans l'arrêt des produits phytopharmaceutiques. Et la commune de Fontainebleau a été une des premières communes à obtenir ce trophée, puisqu'elle est engagée depuis une dizaine d'années maintenant dans ce changement de pratique. À savoir aussi que la commune de Fontainebleau a reçu, et pour le coup c'est plutôt intéressant, le label Éco-Jardin, non pas pour ses espaces verts communaux, mais pour le cimetière, puisque la commune a réalisé de très nombreux aménagements en faveur de la biodiversité et de la gestion écologique au sein du cimetière de Fontainebleau, justement avec ces zones de végétalisation, des refuges, des plantes mellifères, etc., qui lui vaut un label éco-jardin dans un cimetière. Donc c'est très intéressant en termes d'écologie. Et pour finir, le label Terre Saine, commune sans pesticides, voilà, qui récompense effectivement toutes les actions mises en place par la collectivité. Oula, excusez-moi, je vous remercie de votre attention et j'espère que je n'ai pas été trop rapide. Je ne me rends pas compte au niveau du temps, c'est un peu difficile quand on est toute seule face à son écran de gérer ce temps. Eh bien, merci de ce foisonnement d'informations. J'espère qu'il va susciter des questions, parce que là, on a peut-être parmi les spectateurs des jardiniers, je l'espère, et qui se posent des questions quand on fait chez soi et qu'on a peut-être des situations, des cas pratiques. J'invite tout un chacun qui a des questions, évidemment, à lever la main, et puis je donnerai la parole dans l'ordre. Peut-être que le temps que les uns et les autres se mettent en ordre de bataille sur la question, et je veux bien inaugurer le sujet. Il y a une particularité à Fontainebleau avec un espace public qui est assez minéral. Et par ailleurs, c'est l'autre grande particularité, on a beaucoup de jardins clos de murs. Dans les intérieurs d'îlots, on a une grande partie d'espaces de jardins qui sont classés d'ailleurs en espaces verts protégés et stricts au plan local d'urbanisme. Et pour autant, tout cela est scindé, compartimenté. Je me posais la question au regard de ce qu'on entend souvent à travers le terme de continuité écologique. Qu'est-ce qui se passe si on a dans chacun de ces jardins une pratique vertueuse au regard des différents exemples et pistes que vous avez évoqués, mais que ces entités restent fermées les unes aux autres? Est-ce que pour autant ça reste vertueux, ou est-ce qu'on a des possibilités de faire fonctionner davantage cette continuité écologique? Est-ce qu'elle passe uniquement par le sol? Est-ce qu'elle passe davantage par l'air ou par les branches? Voilà, comment ça peut fonctionner sur cette entité un peu close sur elle parfois? Alors effectivement, c'est la difficulté quand on parle des continuités écologiques, c'est qu'elles s'adaptent en fait à chaque espèce qu'on va considérer. Par exemple, un cerf va pas avoir les mêmes besoins en termes de circulation qu'un crapaud ou qu'un hérisson. Et donc du coup, effectivement, c'est quelque chose qu'il y a à prendre en compte dans l'aspect de continuité écologique. Et effectivement, sur l'aspect jardin, en fait, on va avoir effectivement des niches et des réservoirs de biodiversité, mais du coup, s'il n'y a pas cet aspect corridor, en fait, quand on parle de continuité écologique, on a ce qu'on appelle les réservoirs de biodiversité, qui vont vraiment être des endroits où on va avoir une biodiversité intéressante et assez riche, et des corridors, donc des chemins qui vont permettre aux espèces de se déplacer d'un réservoir à un autre.
Et en fait, ces aspects corridors sont essentiels puisqu'en fait, c'est eux qui vont permettre aussi aux espèces de se déplacer et d'assurer du coup une diversité génétique. Donc, sur un aspect très urbain, quand les jardins ne permettent pas effectivement ce déplacement d'espèces ou alors du coup qui maintiennent les espèces à un seul endroit, on va avoir effectivement une perte génétique au niveau des espèces. Donc, c'est important effectivement de réfléchir à des aménagements qui permettent aux espèces de pouvoir circuler quand même de pôle, de quartier en quartier, finalement. Après, c'est pas toujours évident à mettre en place en zone très urbaine, mais ça peut être juste des petits aménagements qui permettent voilà, à un hérisson de passer plus facilement. Il faut savoir qu'un hérisson, un muret de 60 cm, il le monte. Donc des fois, c'est aussi de réfléchir en aspect clôture, de pouvoir quand même avoir cet aspect clôturé, mais avec des aménagements qui permettent ouais, d'avoir juste un petit soubassement avec un grillage par-dessus. Qui permettent à l'espèce de pouvoir passer, plutôt que quand on a un muret qui fait 2 mètres de haut, effectivement, là, on ne pourra pas permettre à l'espèce de circuler. Donc ça veut dire que pour adapter le jardin dans le sens de ses continuités écologiques, il faut avoir une expertise ou un regard un peu précis sur la nature des espèces qu'on a dans le jardin, puisque là, on parle plutôt de grosses. Le hérisson, il est assez visible. Or, vous avez décrit tout un tas de fonctions du jardin tournant autour de l'infiniment petit, dont on n'a pas forcément du coup connaissance facilement. Oui, alors après, il y a des espèces qui sont plus petites, mais qui vont avoir une facilité à se déplacer qui est beaucoup plus importante. Par exemple, sur certains insectes qui sont effectivement plus petits que le hérisson, mais qui sont des insectes volants, vont pas être bloqués de la même façon que le hérisson sur leur déplacement. Donc du coup, pour certains, effectivement, ce sera plus facile, même s'ils sont plus petits, de pouvoir se déplacer. Après, sur les aspects insectes volants, la plus grosse problématique qui va être rencontrée, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est sur la pollution lumineuse, sur les éclairages nocturnes qui vont avoir un impact sur leur mode de reproduction et de chasse, etc. Et pour le coup, ça va être l'impact le plus important sur la capacité à se reproduire et à être préservé sur le long terme. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions les uns et les autres souhaiteraient poser? Sinon, j'en ai encore une. J'en ai encore d'autres. On a sur le cimetière de Fontainebleau, effectivement, les services espaces verts de la ville ont une démarche depuis une dizaine d'années. Et parmi les actions qui sont mises en place, il y a l'accueil d'une apicultrice qui a des ruches à l'intérieur du cimetière et qui est, depuis plusieurs années, régulièrement confrontée de manière variable par le passage du frelon asiatique. Qu'est-ce qu'elle peut faire parce qu'il y a derrière effectivement une activité et une productivité de ces ruches qui est en jeu. Et puis tout n'est pas entre ses mains puisque voilà, ces frelons viennent d'ailleurs. Est-ce qu'il y a la possibilité pour le voisinage d'avoir une action aussi pour empêcher cette espèce de proliférer et de limiter le désordre écologique qu'il peut représenter? Alors là, je vais vous avouer que je vais botter en touche sur cette question. Pour le coup, je ne suis pas du tout experte sur le frelon et sur les espèces exotiques envahissantes. Mais je poserai la question du coup à ma direction et à mes collègues plus spécialisés. Et je vous propose de vous la transmettre par mail pour que vous puissiez éventuellement la joindre à un compte-rendu ou en lien avec la vidéo. Mais malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre sur le frelon. Je m'en excuse. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est l'occasion de poser la question et de continuer à la faire tourner. Effectivement, ça a l'air d'être assez problématique. Ça met effectivement parfois du désordre. Et puis, elle a cette sensation que ça peut être une action citoyenne, mais effectivement, encore faut-il trouver le bon mode pour que chacun puisse intervenir. Il semble qu'il y a à travers ce type d'exemple-là, la possibilité pour tout un chacun, à travers la gestion de son propre jardin, de limiter cette prolifération,
Ce qui me semblait effectivement intéressant, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la solidarité, entre guillemets, entre ce qui se passe sur un espace au plan écologique et ce qui se passe sur un autre, et ce facteur d'interdépendance. Voilà. Bon, on continuera à poser les questions. Est-ce qu'il y a des questions sur, qui vous viennent, aux uns et aux autres? Alessandra. Oui, bonjour Madame de Freitas. Comment allez-vous? Très bien. Bon, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, désolé pour le retard. Je voulais savoir s'il y a une astuce pour éloigner un petit peu les guêpes. Parce qu'à Fontainebleau, on a un peu du mal avec les guêpes pendant la saison. Et je pense que c'est un problème pour tous les restaurateurs et bars. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si vous avez une réponse, une petite recette secrète? Nous, ce qu'on fait au bureau, puisque pour rien vous cacher, avant le Covid, parce que du coup, ça fait 1 an qu'on le fait plus, mais quand on pouvait encore se restaurer entre collègues à l'extérieur, on brûlait du marc de café. En fait, dans une petite coupelle, on brûle du marc de café, et pour le coup, c'était plutôt efficace pour éloigner les guêpes de la table. Après, sur le plan écologique, c'est ça qu'on fait aussi. Oui, on fait aussi, d'ailleurs, on brûle même le café pour qu'il soit plus fort et qu'un résultat un peu plus long. Mais ça ne marche pas. Du coup, on dépense beaucoup plus d'argent à brûler du café. Alors que nous, on a eu la chance que pour le coup, chez nous, ça fonctionnait. Elles étaient peut-être moins habituées. Oui, moins peut-être. Moins peut-être. Ouais. Bon, okay. Non, je n'avais pas de technique, mais je me renseignerai aussi également pour essayer de vous apporter ce type-là. Après, je pense que tous les restaurateurs vont être contents. Hein. Oui. Parce qu'on a vraiment. Après, on perd des clients à cause des guêpes. Oui, je comprends tout à fait. Après, je sais que Guillaume Larègle, qui interviendra vendredi sur la biodiversité chez soi, et donc qui est un ancien conseiller biodiversité chez CNM Environnement, je sais qu'il s'y connaît plutôt bien sur ce type d'espèces. Donc, je pense qu'il pourrait éventuellement répondre aux questions. N'hésitez pas, Monsieur Bénard, éventuellement à voir avec Monsieur Larègle. Bien. D'accord, merci. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'effectivement, dans ce cercle d'experts, on aura une solution qui permet d'éloigner la guêpe et non pas de la tuer. Exactement. Parce qu'on voit, d'habitude, on met moi aujourd'hui, de moins en moins, je fais ça, mais mettre le sirop avec l'eau dans une bouteille, voilà. Mais ça, c'est des choses que j'ai déjà, par principe, je commence à éviter et je veux vraiment plus faire ça. C'est plutôt une bonne chose, effectivement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Bénard, il faudrait regarder sur le fil de conversation. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. Ah, d'accord. Alors, je n'avais pas surveillé cette dimension-là. Je ne les ai pas surveillées. Alors, Madame Roberts, accueillir le frelon européen qui combat l'asiatique. Plusieurs portes d'entrée de la ruche. Donc, le frelon européen contre l'asiatique. Très bien. Ah, Madame Plette de l'ADEME. Une ressource documentaire Stop au brûlage à l'air libre des déchets verts. Voilà, donc il y a une documentation sur ce sujet que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc une solution et une documentation. J'invite chacun à pouvoir télécharger. Donc le frelon européen contre l'asiatique. Merci beaucoup à chacune. Et donc, effectivement, dans les commentaires précédents, il y a Mireille Combe qui disait « Merci beaucoup pour votre exposé. Nous n'utilisons aucun produit chimique depuis plus de 20 ans dans notre jardin. Avez-vous des conseils pour limiter la mousse dans une pelouse ?» Alors, en fait, oui. En fait, en matière préventive, l'idée, c'est de ne pas tondre trop ras la pelouse. On a tendance à couper très court les pelouses et en fait, il vaut plutôt la tondre avec une hauteur de 6 à 8 cm. Puisque plus vous allez tondre ras la pelouse, plus elle va être sujette à l'apparition de mousse. Donc l'idée, c'est de tondre un peu plus haut, de façon à ce qu'elle soit plus résistante. Et après, on peut aussi rééquilibrer un petit peu avec le niveau du pH pour le sol, c'est de remettre un petit peu de chaux éteinte par-dessus, mais l'idée principale, c'est de ne pas tondre trop ras la pelouse.
Voilà, de rester sur les 6 à 8 cm de tonte. Voilà pour limiter la mousse dans les pelouses. Pour rebondir sur ces questions d'herbe, mais donc de gazon, mais au-delà d'herbe et notamment de fauche écologique, Oui. où il est préconisé de les minimiser, voire de les réduire à une fauche annuelle. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs écoles. Une qui propose plutôt une fauche vers fin octobre, et une qui propose plutôt une fauche vers juin ou début juillet. Est-ce qu'il y a une raison pour qu'il y ait plusieurs possibilités? Est-ce qu'on préserve dans un cas des choses différentes de l'autre? Et peut-être rappeler le principe tout simplement de la fauche tardive dans un premier temps aussi. Ouais. Alors du coup, nous, on parle plus de fauche tardive, mais du coup de fauche annuelle, puisqu'effectivement, on a souvent parlé des fauches tardives où on faisait une fauche du coup à l'automne. En fait, la problématique de faire toujours la fauche du coup sur la période automnale, c'est qu'il y a des espèces de plantes qui vont avoir plusieurs cycles de vie ou qu'un seul. Et du coup, en fait, on va standardiser les plantes qui vont pouvoir pousser, puisque du coup, en automne, on va couper les plantes qui pourraient se développer par ailleurs. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir des zones qu'on va faucher effectivement plutôt à l'automne, une fois que la majorité des plantes ont déjà fait leur cycle de vie. Mais on peut aussi avoir des coupes en avril, décider de couper en avril, d'avoir laissé du coup toute la végétation hivernale se développer tranquillement début du printemps, pour qu'en fait toute la plante puisse faire son cycle de vie depuis le mois d'avril jusqu'à l'année suivante et développer ainsi comme ça un cycle vraiment complet. Et on peut aussi avoir une coupe à l'été, sauf en milieu humide, où dans ces cas-là on ne coupe pas en fin juin, début juillet, où on aura plutôt tendance à couper soit en avril, soit en septembre. Par contre, en milieu sec, sur les pelouses sèches, on peut couper à l'été. Et en fait, l'idée, alors à l'échelle d'un jardin, c'est plus compliqué, mais à l'échelle d'une commune, c'est plutôt intéressant d'avoir en fait cette hétérogénéité, d'avoir des zones qu'on va couper en septembre, d'autres qu'on va couper en avril, d'autres qu'on va couper en juin, parce que déjà, ça permet aux agents communaux aussi de ne pas avoir à tout couper en septembre-octobre, et donc du coup de répartir la charge de travail. Et ça permet à différentes espèces du coup de pouvoir faire leur cycle de vie. De façon sans avoir à, comment dire, en fait, on ne va pas standardiser et homogénéiser les plantes qui peuvent se développer. Du coup, en permettant à d'autres plantes de pouvoir se développer. Ce qui va être important aussi dans cet aspect de fauche annuelle, c'est surtout d'exporter les résidus de fauche et de ne pas laisser sur site ce qui a pu être coupé. Puisque dans ces cas-là, on va avoir tendance à enrichir le sol et on va du coup banaliser la flore qui pourrait se développer. Alors qu'en exportant les résidus de fauche, on va permettre à d'autres plantes plus locales et plus pionnières de se développer. Par exemple, comme des orchidées qui pourront s'exprimer plus facilement. D'accord. J'ai réussi à être plus clair. C'est cette notion d'enrichissement qui est dans votre présentation, mais je sais que c'est un terme technique, qui paradoxalement semble être un problème. Quel est le mécanisme sur cette question? Alors en fait, dans l'idée, c'est que du coup, on va avoir un apport en matière organique qui va être plus important. Et donc du coup, par exemple en nitrate, où on va pouvoir développer des espèces plus nitrophiles. Donc l'idée, c'est de pouvoir en fait exporter la matière de façon à pas avoir un apport trop important en certains nutriments qui ne seraient pas présents naturellement. Et je pense que le SMITOM qui interviendra, je crois, le 10 avril. C'est samedi, oui, tout à fait, samedi matin. Voilà, samedi pourrait répondre plus facilement sur cet aspect nature de sol et enrichissement. C'est pour ça que je ne suis pas venue très spécifiquement justement sur ces aspects engrais et compost dans la présentation, puisque je pense que le SMITOM sera plus à même de répondre techniquement à ce type de questions. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a une richesse dans les différents sujets, voilà. une complémentarité du coup qui est pratique aussi. Merci beaucoup. Je n'avais pas vu cette question-là. Nous avons des crapauds accoucheurs dans notre jardin. Comment les aider à les protéger? Alors déjà, ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, de ne pas mettre de poissons.
Effectivement, c'est important. Et après, c'est de leur permettre effectivement de pouvoir se déplacer en toute sécurité et de permettre les déplacements entre les différentes marques qu'il pourrait y avoir dans le secteur où vous êtes, parce que du coup, je suppose qu'il doit y avoir d'autres marques qui leur permettent de se déplacer. Voilà, l'idée, c'est plutôt, en tout cas, de les laisser tranquilles et d'éviter, et je pense que c'est ce que vous faites déjà, comme vous le dites, de ne plus utiliser du tout de produits sur le territoire. Et après, effectivement, c'est d'avoir aussi cette diversité d'espèces de façon à ce qu'ils aient encore suffisamment de nourriture pour venir se nourrir sur le site. Voilà, je n'en dirai pas plus sur le crapaud. Par contre, voilà, n'hésitez pas à le rentrer dans les données CETIA ou voilà, nous informer où est-ce que c'est, parce que du coup, c'est quand même une espèce qui est très intéressante et qui est importante à protéger. N'hésitez pas du coup à nous envoyer un petit mail si vous voulez plus d'informations. Mes collègues vous répondront plus largement que moi. Alors, je vois une autre question dans le fil de la conversation. Comment lutter contre les fourmis, terrain très sablonneux à Fontainebleau, qui entretiennent les pucerons? Très bonne question. Très bonne question. Malheureusement, je ne vais pas avoir tout de suite la réponse. Mais je me renseignerai et je reviens vers Monsieur Bénard. Et on fera circuler de l'information. La problématique, en fait, pour rien vous cacher, c'est que du coup, nous, on a une mission effectivement de sensibilisation et d'information au niveau du grand public, donc sur des pratiques très généralistes, mais on n'est pas technicien spécialisé malheureusement dans le jardinage. Et donc, c'est vrai que sur des questions très, très techniques comme celle-ci, il nous faut un petit peu de temps de recherche d'informations. Oui, puis on imagine que vu la complexité des écosystèmes que vous avez décrits, de la manière dont ils s'entretiennent, voilà, la diversité des sujets que ça recouvre est tout simplement immense, et que derrière, ce sont effectivement des sujets d'études très précis. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur habituellement quand on fait aussi cette conférence, dans un autre cadre, on conclut aussi avec une diapositive sur on parle d'agroécologie, on parle de culture en lasagne, on parle de permaculture. Et en fait, dans l'idée, c'est d'adapter, de faire aussi ce qui convient à chacun. Et quelque chose qui fonctionne dans un jardin ne fonctionnera pas dans un autre. Ou pas forcément en tout cas. Donc il faut aussi pouvoir tester dans son jardin des techniques qui peuvent fonctionner ou pas. Des fois, voilà, les tomates chez le voisin vont très très bien pousser, alors que chez nous, il suffit qu'on n'ait pas la même exposition ou la même exposition au vent ou au soleil pour que ça pousse différemment. Donc l'idée, c'est de vraiment avoir un jardin qui soit support d'expérience et de tests et justement de s'adapter à ce qu'on a envie de faire et à ce qui nous convient le mieux. C'est aussi important aussi à préciser que voilà, il faut aussi faire ce qui nous convient et ce qui convient le mieux à son environnement et à son jardin. Ça permet de revenir à un des sujets que vous avez effectivement évoqué tout à la fin de votre intervention, et puis je vois que le temps avance et nous approchons du temps que nous nous étions donné pour cette soirée. Mais vous avez fait une place, à mon sens, intéressante à la question de l'observation sur effectivement les espèces qu'on peut rencontrer au jardin ou qu'on peut rencontrer en ville, et la notion de science participative qui est accolée. Il y a cette dimension avant de savoir comment on gère, c'est déjà de savoir à quoi on a affaire, et donc effectivement d'entrer dans une logique de connaissance. Et j'ai l'impression, c'est plus une remarque, que la question des sciences participatives peut être d'une manière de coopération et de faire ensemble pour que les uns qui connaissent sur un sujet aident les autres à découvrir et vice-versa. La question que je me pose par rapport à ça, est-ce que tout ça peut servir d'indicateur sur la bonne santé ou les efforts et les progrès qui restent à faire pour le territoire,
à constater la présence de telle espèce ou l'absence de telle autre. Est-ce qu'au-delà de ce qu'on peut mettre en termes de regard sur des questions de bilan carbone, sur des sujets un peu connexes, mais qu'on sent différents, voilà, est-ce que cette observation-là, de votre point de vue, elle peut servir à faire indicateur de la bonne santé ou des progrès à faire? Tout à fait. Par exemple, bah, c'est un des enjeux, par exemple, du stock, qui est le suivi temporel des oiseaux communs, qui en fait réalise assez régulièrement en fait des statistiques d'observation et qui permettent de montrer justement la progression de certains oiseaux ou la régression. Et en fait, l'intérêt aussi de ces sciences participatives, par exemple, c'est le cas des communes qui mettent en place ce qu'on appelle les atlas de la biodiversité communale. Les atlas de la biodiversité communale, c'est des sciences participatives, enfin, du coup, des inventaires qui sont réalisés sur 3 ans, avec des naturalistes et la participation des citoyens, qui se répartit en fait en fonction des quartiers de la commune, et ça permet en fait de voir en fonction de la typologie de certains quartiers la quantité d'espèces observées, et du coup de montrer justement là où il y a des manques, et du coup d'identifier en quoi on a des manques, par exemple sur alors sensibiliser les agriculteurs, mais par exemple sur un champ agricole où on a voilà, juste un champ monocultural où il n'y a pas de haies, où il n'y a pas de cours d'eau, de fossés, etc., de montrer que potentiellement le type de culture va faire qu'on va avoir une diversité moindre que si on a un champ avec juste des bosquets en limite, ou pour montrer l'intérêt des haies, etc. Sur les sciences participatives actuelles, que ce soit sur les papillons, sur les escargots, sur Viginature, enfin sur les chauves-souris, toutes ces études justement ont vocation ensuite à montrer justement les manques éventuels, mais ça nécessite effectivement que la donnée soit rentrée. En fait, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec le hérisson, par exemple. Si on avait utilisé CETIA il y a 10 ans pour la présence du hérisson, ça aurait montré un manque du hérisson sur la Seine-et-Marne, alors qu'en fait, c'était juste un manque d'information et non pas une présence. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des suivis qui soient, entre guillemets, soit ce qu'on appelle des suivis protocolés. Et là, c'est plus dans, par exemple, sur des suivis réguliers. Quand on sait qu'on a des informations régulières qui reviennent à pas de temps régulier, où on peut avoir des statistiques qui soient cohérentes avec les observations. Bon, et après, effectivement, toutes ces sciences participatives, elles ont vocation à terme d'être utilisées par aussi les aménageurs, par les élus, pour connaître un peu mieux aussi leur territoire et les enjeux qui découlent de ces observations. Bien, donc on ne s'inquiète pas forcément dans un premier temps sur les premiers résultats, il faut les conforter pour voir quel est le... C'est ça, il faut qu'on ait suffisamment de données pour pouvoir justifier effectivement que entre 2 années, ou entre 2 décennies, on ait des évolutions à la hausse ou à la baisse. Là, on sait que voilà, sur le hérisson, par exemple sur 10 ans, on sait que la hausse du nombre d'observations n'est pas liée à une augmentation de la fréquence, mais juste une augmentation du nombre de personnes qui rentrent les données. Donc, il faut faire attention aussi à ces biais-là quand on utilise les statistiques. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Voilà, nous atteignons le temps que nous étions donné. Pour vous donner cette information qu'il y a dans le fil de la conversation, pour ceux qui veulent récupérer une nouvelle documentation qui a été mise en ligne sur les essences locales en Île-de-France. Guide de l'Agence régionale de biodiversité d'Île-de-France, voilà, qui peut être récupérée et précieuse. Voilà. Oui, alors juste, j'ai oublié de vous dire, mais quand même, avec le département, on a édité une plaquette qui s'appelle justement Guide des éco-gestes au jardin, qui reprend en fait un peu toutes les informations que je vous ai données, en parfois plus détaillées avec d'autres ajouts. Donc vous la retrouverez facilement sur le site du département ou sur notre site internet, donc seine-et-marne-environnement.fr. Voilà, très bien. N'hésitez pas à aller la consulter, elle reprendra un petit peu tous les éléments, donc soyez pas étonnés éventuellement de la redondance. Mais voilà, mais c'est ce qui dit la logique. Voilà, les gens vous remercient dans le fil de conversation. Je le fais à mon tour. Merci beaucoup encore pour tous ces conseils et toutes ces précisions sur le jardin. Monsieur Ingold, je vous laisse le mot de la fin. Merci. Je voulais simplement vous remercier pour la qualité de cette présentation ce soir. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup apprécié cette soirée. Ça donne plein d'idées aussi en tant qu'élu pour
mettre en place des actions pédagogiques, de sensibilisation, d'éveil. Je retiens également cette idée d'interdépendance. Bien entendu, l'interdépendance au niveau de la biodiversité, mais aussi de chaque acteur. Chacun, là où il est, peut intervenir avec des bons gestes qu'il faut connaître. On croit faire des choses bien en n'utilisant pas de produits chimiques phytosanitaires, mais j'ignorais le danger de mélanger le vinaigre blanc avec le sel. Donc, c'est des petites choses comme ça, j'imagine, qu'on doit partager parce que c'est en ayant cette meilleure, une plus grande attention finalement aux espèces, à cette interdépendance de la faune et de la flore qu'on fait progresser de tout ça. Et voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant, mais ça donne envie de partager ce que j'ai entendu ce soir. Et donc, je pense qu'on va reprendre contact pour imaginer des actions pour impliquer encore davantage l'ensemble de la population de Fontainebleau. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci beaucoup à nouveau. Belle Merci soirée à à tout le monde.